Pendant des années, les catcheurs de la WWE avaient une grande crainte. Être convoqués au tribunal de l'Undertaker, cette légende du divertissement sportif qui a été le leader du vestiaire et qui était respecté de tous. Qu'elles en soient ressorties traumatisées ou dans un fou rire général, les personnes qui ont dû s'y défendre n'oublieraient certainement pas leur expérience dans ce lieu mythique. C'est un plaisir de vous retrouver sur Jody Catch pour vous présenter cette série sur le tribunal de l'Undertaker, cette institution controversée mais riche en grandes leçons de vie. Vous apprendrez entre autres ce que la légende Bret Hart avait écrit dans une lettre adressée à l'Undertaker, comment le Deadman est devenu le leader du vestiaire et le service que Vince McMahon demandait au Phenom par rapport à sa fille Stephanie, mais aussi comment une interaction très maladroite avec Eddie Guerrero a conduit Mohamed Hassan à ce tribunal. La punition douloureuse que Daivari y avait eue après avoir manqué de respect à Shawn Michaels, et même la réaction radicale du Taker après avoir été brûlé par accident lors d'une de ses entrées. Et vous ne devinerez jamais pour quel motif The Miz a été banni du vestiaire, ni ce que Teddy Long faisait avec du Viagra dans les coulisses de la WWE. Vous êtes bien sur Jody Catch, le tribunal de l'Undertaker, épisode 1, c'est parti! Le jour où celui qui a été le manager du show SmackDown pendant des années, Teddy Long, a été convoqué au tribunal des catcheurs était vraiment marquant. Ce personnage qu'on a vu pendant des années punir les superstars en les obligeant à avoir un match en 1 contre 1 contre l'Undertaker a fait des choses qui n'ont pas plu en coulisses, qui lui ont valu d'être jugé par le Phenom. Et les raisons de cette convocation sont absolument hilarantes. En réalité, il y a 2 histoires qui ont mis Teddy dans la panade, et vous allez voir qu'elles sont toutes les 2 liées à la notion de l'argent. La première concerne tout simplement sa radinerie légendaire, dont il ne se cache pas par ailleurs. Selon ses collègues JBL et Ron Simmons, dont on aura l'occasion de reparler pour de multiples raisons, Teddy ne reculait devant rien pour éviter de payer quoi que ce soit. Par exemple, lorsqu'il faisait des trajets de ville en ville avec ceux qu'on a connus à la WWE comme l'équipe des APA, il se débrouillait pour ne jamais devoir payer l'essence, et faisait même semblant de dormir chaque fois qu'ils arrivaient à un péage pour ne pas devoir mettre la main à la poche. Comme si cela ne suffisait pas, Teddy Long a une nouvelle fois fait preuve d'une pingrerie exceptionnelle dans une sombre histoire de Viagra. A priori, l'homme qui s'est également fait connaître pour ses petites danses et son obsession pour les matchs tag team était un consommateur de Viagra. Et dans un habile stratagème dont on n'a jamais connu tous les détails, il obtenait son Viagra gratuitement. Une très bonne affaire pour Teddy. Sauf que cette histoire prend une tournure plus mesquine à partir du moment où il avait obtenu ce Viagra. Il en revendait à ses collègues catcheurs. Et d'ailleurs, on a pu apprendre qu'il en avait déjà vendu au mastodonte addict au sexe Viscera qui en prenait dans sa chambre d'hôtel et qui était tellement choqué par les résultats que cela avait sur lui qu'il n'avait pas l'impression que son pénis était le sien. Le fait est que cette pratique de Teddy Long n'était pas honnête. Il se faisait de l'argent au détriment de ses collègues pour quelque chose qu'il avait gratuitement, ce qui revenait à les prendre pour des imbéciles. Alors, un beau jour, sa supercherie a été découverte, et il était temps pour lui de répondre de ses actes au tribunal des catcheurs, qui était plein à craquer ce jour-là. Comment Teddy s'est-il défendu face à ces accusations d'être radin ? Il a tout simplement dit qu'il voulait faire appel à un témoin de moralité, et cette personne était nulle autre que Mae Young, une des plus anciennes catcheuses. Et on peut dire que ce n'était peut-être pas la meilleure idée que Teddy a eue, puisque Mae Young a commencé sa défense en affirmant que Teddy n'était pas coupable d'avoir vendu du Niagara. Elle n'arrivait pas à dire le mot Viagra, alors on peut imaginer qu'elle a pensé aux chutes du Niagara pour céder. Toutes les personnes présentes dans la salle étaient mortes de rire, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, et c'est ses propres mots, qu'elle ne comprenait pas que les catcheurs et leur gros sexe aient besoin de Niagara. C'était vraiment un spectacle hilarant pour tous les catcheurs, et malheureusement pour Teddy, il n'a pas échappé à des sanctions. Il a été obligé d'acheter du poulet et des bières à l'Undertaker, à JBL et quelques autres pendant 1 mois. Mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout traumatisé l'ancien manager de SmackDown, contrairement à d'autres comme vous allez le voir, puisqu'il a déclaré qu'il n'y avait rien de mal au tribunal des catcheurs, que c'était amusant et divertissant pour tout le monde. Les histoires autour de ce tribunal fascinant dirigé d'une main de fer par l'Undertaker sont loin d'être aussi légères que celle-là. C'est même un concept assez controversé aux yeux de certains, et c'est probablement le sujet qui nous a permis d'apprendre le plus de choses sur le comportement du Deadman en coulisses. Si vous souhaitez découvrir toutes les anecdotes, des plus drôles aux plus choquantes sur ce tribunal des catcheurs, et par la même occasion en apprendre plus sur l'Undertaker, un des plus grands de tous les temps, alors je ne peux que vous recommander vivement de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Vous ne le regretterez pas.
Le tribunal des catcheurs était un truc d'homme blanc ordinaire fragile, avec une énergie de petit pénis. La plus grande honte pour le business du catch de tous les temps. Tels sont les mots que le catcheur de Chicago CM Punk a écrit au sujet du tribunal des catcheurs, dont il n'est visiblement pas un grand fan. Y a-t-il eu une mauvaise expérience ? Est-il complètement à côté de la plaque sur la finalité de cette institution qui a existé dans le catch pendant de nombreuses années ? Mais de quoi s'agit-il précisément ? Que sait-on dessus au niveau de son histoire et de son fonctionnement ? Quel est le rapport avec l'Undertaker ? Avant de se plonger dans des histoires plus passionnantes les unes que les autres, c'est indispensable de bien comprendre de quoi on parle exactement. Et vous allez voir que c'est tout un concept fascinant qui donne beaucoup de leçons sur l'industrie du catch. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas l'Undertaker qui a inventé le concept de tribunal des catcheurs, mais l'homme qui en est à l'origine est le vétéran Dutch Mantel, qui a commencé dans l'industrie du catch dans les années 70 et qu'on a notamment pu connaître dans le rôle de manager des Real Americans, cette équipe qui avait démarré à la WWE durant l'été 2013 et qui était composée de Jack Swagger et de Cesaro. Selon certains, la raison pour laquelle Dutch Mantel avait eu cette idée de tribunal des catcheurs est assez sordide. À la fin des années 80, le catcheur Bruiser Brody avait participé à un show à Porto Rico et avait été poignardé à mort dans le vestiaire. À ce moment-là, Dutch se serait dit que cela ne devait plus arriver à nouveau et qu'il fallait trouver une meilleure manière de régler les conflits entre catcheurs. Mais selon Dutch en personne, cet incident n'a rien à voir avec la conception du tribunal des catcheurs. Apparemment, il était tout simplement un fan d'une des émissions de télé-réalité les plus populaires aux États-Unis, Judge Judy, où la magistrate Judy Chandlin présidait un tribunal et réglait des affaires civiles entre particuliers. Mantel trouvait que le tribunal des catcheurs devait être drôle et dans le second degré. S'il y avait un conflit entre deux catcheurs, quel qu'il soit, il devait aller voir le juge, un verdict devait être décidé en une trentaine de secondes, et ensuite, il devait le respecter. À l'époque de Dutch, c'était plutôt un débat, et c'est amusant de souligner qu'il l'a fait pour la première fois avec l'Undertaker justement. Dutch accusait à chaque fois le Phenom de faire la cour à des groupies. Et tout logiquement, vu que Dutch était le juge, le plaignant et le bourreau en même temps, il ne perdait jamais. Et c'est important de saisir toute la subtilité du tribunal des catcheurs à l'époque de Dutch Mantel, avant que l'Undertaker ne prenne le relais justement. Cette idée qu'il avait eue n'était pas quelque chose de sérieux, c'était plutôt une discussion, quelque chose pour amuser le vestiaire. Ce n'est que plus tard que c'est devenu une institution sérieuse. Et par ailleurs, c'est un concept que Dutch avait amené à la WWE, mais qu'il avait déjà utilisé dans les autres promotions où il avait été juste avant. Mais quand ce tribunal a commencé à être dirigé par le Deadman, son fonctionnement était bien différent, d'après tous les témoignages qu'on a pu entendre dessus. Les différents éléments qu'on connaît à son sujet sont les suivants. Le tribunal des catcheurs avait toujours lieu avant un show, dans le vestiaire, souvent dans la cantine par exemple, et durait en général une trentaine de minutes. Il était composé des membres suivants. L'Undertaker, qui était assis au centre et face à tout le monde, était le juge, donc la personne la plus importante qui décidait du verdict et des sanctions. Et s'il était indisponible, il pouvait être remplacé par Triple H. JBL et Ron Simmons étaient en général les plaignants qui attaquaient donc l'accusé. Kane et le Godfather étaient les huissiers. Il y aurait quelqu'un de suffisamment courageux qui devait défendre l'accusé en jouant le rôle de l'avocat de la défense et en préparant des arguments. Un rôle qui a déjà été occupé par Bryan Adams, Bubba Ray Dudley, Ivory et d'autres. Et selon le catcheur Matt Morgan, les officiels de la compagnie n'y étaient pas autorisés. S'ils essayaient d'y assister, ils étaient exclus par les catcheurs. C'était un endroit amusant, sauf pour l'accusé, qui n'avait certainement pas envie de se retrouver dans cette position. D'autant plus que cela pouvait être embarrassant, parce que des informations privées allaient être rendues publiques devant tout le monde. Sinon, pour les autres, c'était un spectacle qui était attendu avec impatience. C'est un lieu auquel échappaient les catcheurs les plus importants du roster qui rapportaient beaucoup d'argent à l'entreprise. Des superstars comme l'Undertaker lui-même, Triple H, Shawn Michaels, The Rock ou Stone Cold Steve Austin n'y ont jamais été parce que leur popularité leur permettait d'avoir un traitement spécial. On peut dire que le tribunal des catcheurs était plutôt le cauchemar des mid-carders, des talents moins importants dans le succès de la WWE, et même des poids légers en réalité, puisque lorsqu'on essayait de chercher des problèmes à un poids lourd comme Brock Lesnar par exemple, ce dernier répondait à la personne d'aller se faire voir et on le laissait tranquille, vu son gabarit et son statut dans l'entreprise. Les sanctions étaient en général les suivantes. Payer des bouteilles d'alcool à l'Undertaker, qui avait une préférence pour le whisky Jack Daniels, JBL et Ron Simmons, ou bien des sanctions plus sévères comme de payer des chambres d'hôtel pour certains collègues ou carrément être expulsé des vestiaires pendant un certain temps. Tout était fait dans l'idée que les accusés devaient être rendus responsables de leurs actes.
En 2016, Seth Rollins a révélé que le tribunal des catcheurs n'existait plus à la WWE, ce qui va donc avec l'époque où une nouvelle génération a remplacé celle de l'Undertaker. La raison pour laquelle le Phenom était le juge de ce tribunal des catcheurs, et donc le décideur ultime de toutes les affaires qui se déroulaient en coulisses entre toutes les superstars, est très simple. Depuis 1995, l'Undertaker était le leader du vestiaire, un rôle qui avait été occupé par André le Géant par le passé. Sa stature et le respect que tous les catcheurs avaient pour lui faisaient de lui la personne idoine pour servir de juge au tribunal des catcheurs, et donc résoudre les problèmes qu'il pouvait y avoir entre toutes ces superstars qui voyageaient ensemble plus de 300 jours par an. Taker lui-même a expliqué que ce tribunal était une manière amicale et légère de faire comprendre à l'accusé qu'il devait se ressaisir, corriger certains comportements. À ses yeux, un catcheur qui s'occupait de ses propres affaires et qui travaillait dur n'était jamais convoqué à ce tribunal, et il y avait toujours une raison valable d'y être. C'était une façon d'informer la personne qu'elle suscitait des tensions en coulisses et qu'elle devrait changer. Et aux yeux du Deadman, être un mal alpha ne l'empêchait pas d'être quelqu'un de gentil. Sa démarche était apparemment appréciée par ses collègues, mais aussi par la direction, car cela contribuait à la bonne santé de l'entreprise. Il dit qu'un motif de conflit qui a souvent dû être résolu au tribunal a pu être ce qui dans le catch est appelé gimmick infringement, à savoir quand un catcheur vole la prise d'un autre par exemple. Comme l'Undertaker l'a expliqué, et je le cite, « Les mecs s'énervent, avant bien plus que de nos jours. À l'époque, si tu faisais la prise d'un autre et que vous laissiez faire cela trop longtemps, cela pouvait dégénérer. Alors, il faut garder toutes ces choses sous contrôle ou cela risquait de partir en vrille rapidement. » Si l'Undertaker était parfait pour ce rôle, selon l'ancien officiel et expert du business Jim Cornette, c'est parce que sa présence imposante et son succès auprès des fans le rendaient respecté de tous. C'est quelqu'un qui exigeait du professionnalisme de la part de ses collègues, comme par exemple de ne pas avoir la gueule de bois au moment d'aller dans le ring, ou d'y être mauvais parce qu'on a fait la fête toute la nuit. Avec sa bande du Bone Street Crew, qui comprenait notamment ses collègues Yokozuna, Rikishi, le Godfather et Savio Vega, il était réputé pour sa loyauté à l'entreprise, et le fait qu'il n'avait pas de gros égos, au contraire des membres du clan de la clique, tels que Shawn Michaels dans les années 90, qui avaient la réputation de comploter dans le dos des autres. D'ailleurs, lors du célèbre Montreal Screwjob en 1997, au cours duquel le patron Vince McMahon avait fait perdre le titre à Bret Hart sans qu'il soit au courant du finish de son match contre Shawn Michaels, l'Undertaker était allé confronter Vince et lui a demandé de quitter son bureau pour aller s'expliquer à Bret Hart en face à face. Et c'est fort probable que Taker était le seul catcheur que Vince aurait écouté. Une initiative qui a mené au fameux moment en coulisses où Bret a frappé McMahon. D'une certaine manière, le Deadman était le lien entre le vestiaire et le bureau, les catcheurs et les officiels. Selon ses collègues, il n'avait jamais besoin de crier ou de se battre. Les conversations avec lui sur d'éventuels problèmes étaient toujours calmes et agréables, dans le respect. Comme Shawn Michaels l'a dit, « Mon immaturité à l'époque m'empêchait de voir que sa démarche était respectueuse. Il donnait l'exemple. C'est de cette manière que cela devait être fait. Mais vu que cela fait 30 ans que je m'excuse pour tout, je n'ai pas été capable de l'apprécier quand j'étais plus jeune. » À l'époque, Bret Hart avait justement écrit une lettre à l'Undertaker au moment de quitter la WWE, dans laquelle il lui demandait d'être la voix du vestiaire et le leader, maintenant que le Canadien n'était plus là. Selon le Hitman, le Taker a souvent dû recadrer Shawn Michaels et d'autres, et défendre certains catcheurs. Il a toujours été une force importante du vestiaire. La légende Ric Flair a dit à propos de l'Undertaker qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi respecté que le Deadman. Et pas seulement pour ses capacités dans le ring, mais pour l'être humain qu'il est. Ses collègues le prenaient comme exemple, non seulement pour sa personnalité, mais aussi parce qu'il a su rapporter de l'argent à l'entreprise et être un porte-étendard dans la WWE. Un respect qu'il a obtenu assez rapidement de la part de ses collègues en fin de compte, vu qu'il a débuté dans la compagnie en 1990 et qu'il était déjà le leader du vestiaire 5 ans plus tard. Pour l'anecdote, figurez-vous que pendant le main event de WrestleMania en 1998, il était venu en gorilla position, le plus près possible d'où les catcheurs revenaient du ring, et qu'il était prêt à se battre tout le long du match entre Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels, si jamais ce dernier ne se laissait pas battre par le Rattlesnake du Texas. Dans un registre similaire, la légende Chris Jericho a déjà révélé qu'un jour, il était rentré du ring furieux bien plus tôt que prévu parce qu'un spectateur lui avait jeté une grosse pile. Y2J refusait catégoriquement d'y retourner, mais à ce moment-là, il a entendu la voix de l'Undertaker derrière lui qui disait « Alors comme ça, tu vas pas retourner dans le ring ?» Jericho répondait que non, mais à ce moment-là, Taker l'a regardé dans les yeux de manière plus intimidante en lui disant « Tu es sûr que c'est la meilleure idée ?» Il n'en fallait pas plus pour que Chris Jericho se mette au pli et retourne dans le ring.
On peut aussi se souvenir du jour où au show Elimination Chamber en 2010, Taker a été brûlé par les flammes pendant son entrée. Il a fait le match comme si de rien n'était, alors que Chris Jericho et Edge ont raconté que c'était clairement visible que Taker était en souffrance. En revenant dans les vestiaires, le Phenom a dit à Vince McMahon qu'il ne voulait pas d'excuses ni d'argent pour cet accident, mais que s'il revoyait le responsable des Pyro qui avait provoqué cet accident, il le tuerait. On peut également relever que le grand patron de la WWE avait quitté WrestleMania, l'événement le plus important de l'année, en plein show pour accompagner l'Undertaker à l'hôpital en 2014. Et à la fin des années 90, quand Stephanie McMahon était dans sa vingtaine et dans une phase où elle se rebellait, Vince demandait au Taker d'escorter sa fille dans des bars ou des boîtes de nuit pour la surveiller et éventuellement dissuader les autres hommes de l'approcher. Toutes ces anecdotes confirment bel et bien que l'Undertaker n'était pas n'importe qui dans les vestiaires. Quelqu'un qui forçait le respect, digne de confiance. Le catcheur Paul London a comparé l'Undertaker à Don Corleone dans le film Le Parrain. Il a dit qu'il était respecté, mais qu'il avait également ses hommes de main en quelque sorte, qui faisaient le sale boulot pour lui. Et pour autant, cela ne faisait pas du Phenom quelqu'un d'inaccessible, puisqu'un jour, alors qu'ils étaient tous les deux arrivés à l'aéroport de la ville d'Austin, au Texas, où ils vivaient tous les deux, l'Undertaker a pris un moment pour parler avec les parents de London, qui étaient venus le chercher, et avait eu une conversation dans laquelle Taker mettait en avant son collègue. Une situation que London avait trouvée incroyable. Comme le seul et unique Paul Heyman l'a dit, pendant de nombreuses années, l'Undertaker était la conscience du vestiaire de la WWE. Il était celui que tout le monde allait voir pour des conseils. Il était le juge et le jury. D'ailleurs, figurez-vous que le catcheur Xavier Woods, qui a fait les beaux jours du New Day, avait offert un marteau de juge au Taker un jour. Un cadeau qui avait beaucoup plu à ce dernier. Alors en apprenant tout cela sur l'Undertaker et son importance dans les vestiaires, et en connaissant désormais l'origine et le fonctionnement du tribunal des catcheurs, on se demande, mais quelles sont les histoires qu'on a apprises qui s'y sont déroulées ? Qui l'a très mal vécu ? Qu'est-ce qu'il s'y est passé de sulfureux ? Quelles sont les leçons de vie que ces anecdotes révèlent sur les coulisses de la WWE ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais juste avant, j'aimerais vous demander de mettre un petit like si vous passez un bon moment. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Et pensez aussi à vous abonner, sinon vous serez convoqué directement au tribunal de l'Undertaker. Une première grande leçon qu'on apprend sur les coulisses de la WWE à travers des histoires qu'on a pu apprendre sur le tribunal de l'Undertaker, c'est qu'il est fondamental de respecter les anciens. Et le cas de Mohamed Hassan en est une excellente illustration. Il faut savoir qu'en 2005, ce catcheur avait été assez important à la WWE pendant quelques mois, puisqu'il incarnait un personnage de heel arabe qui disait être victime de discrimination en Amérique depuis les attentats du 11 septembre 2001. À mes yeux, il était excellent dans ce rôle, et je ne peux que vous recommander vivement notre vidéo sur la chaîne sur sa rivalité controversée avec l'Undertaker qui a dû être arrêté à cause des attentats de Londres. La réalité avait rattrapé la fiction. À cette époque, Hassan, qui s'appelait Mark Kopani dans la vraie vie, n'avait que 23 ans, et il s'est retrouvé au tribunal des catcheurs pour des raisons qu'il aurait très probablement préféré éviter. Effectivement, son attitude n'a pas plu à certains vétérans, et on peut imaginer que la grosse mise en avant qu'il recevait alors qu'il était très jeune suscitait de la jalousie de la part de ses collègues. Tout d'abord, le premier motif qui lui a valu d'être convoqué au tribunal des catcheurs, c'est le fait de ne pas avoir vendu les prises du Sergent Slaughter lors d'un match à Monday Night Raw. Mais face à cela, il s'est défendu en disant qu'en tant que heel étranger, on lui avait dit de ne pas vendre les prises de tous les Américains. C'est vraiment sa deuxième convocation au tribunal qui l'a mis dans l'eau chaude. Il est allé voir le défunt Eddie Guerrero en lui demandant d'arrêter de faire la prise du camel clutch que Hassan utilisait. En effet, le jeune et naïf Hassan avait écouté le vétéran Kurt Angle qui lui avait dit qu'il devait à tout prix protéger sa prise de finition et ne pas laisser un collègue la faire librement à la télévision. Si d'autres la faisaient, sa prise de finition paraîtrait moins unique et moins impactante. Sauf qu'en demandant cela à Eddie Guerrero, ce que Mohamed Hassan ne savait pas, c'est que le père d'Eddie Guerrero est l'homme qui a inventé cette prise. Il la faisait donc en hommage à son père. Ce manque de respect vis-à-vis d'un ancien et d'un taulier comme Eddie Guerrero lui a valu de retourner au tribunal des catcheurs, où il sera condamné à payer l'addition de ses collègues catcheurs au bar où ils iraient passer la soirée, un montant qui s'élèverait à $4000. L'histoire suivante concerne Jeff Hardy, un des catcheurs les plus populaires de l'époque Catch Attack. Alors qu'ils venaient de gagner le championnat par équipe, les Hardy Boys et leur manager Michael Hayes ont sauté dans un avion pour aller au prochain show. Hayes était déterminé à célébrer la victoire de l'équipe à fond et a décidé qu'ils avaient bien mérité de s'asseoir dans les 3 premiers sièges en première classe qu'ils pouvaient trouver dans l'avion qu'ils allaient prendre, même si ce n'étaient pas les places qu'ils étaient censés occuper. Mais en réalité, le siège sur lequel Jeff Hardy était assis était celui de Kane.
Mais heureusement pour Hardy, le monstre, gentil comme il était, et avec Jeff qui s'excusait, a accepté sans problème de lui laisser sa place. Lorsque la nouvelle de ce qui s'est passé dans cet avion a circulé, les vétérans étaient furieux, et un tribunal des catcheurs devait se tenir dès que possible. Les Hardy Boys ont été reconnus coupables de ne pas avoir respecté Kane, d'autant plus que ce dernier mesure 2,13 m et avait toujours du mal à être confortable en avion. Et ils ont été forcés de faire des pranks à Don Callis, que tout le monde détestait, en bloquant par exemple les portières de sa voiture de location avec des cure-dents. Dans cette histoire, l'Undertaker savait que c'était la faute de Michael Hayes, mais il voulait faire un exemple des Hardy Boys. Au final, les Hardy ont payé des bouteilles de Jack Daniels au Taker et Hayes a dû payer les déjeuners de Kane pendant 1 mois. Et une autre superstar qui a appris à respecter les anciens, c'est bien The Miz. À l'époque de la punition qu'il a subie, cela semblait clairement inenvisageable qu'il parvienne à devenir champion WWE un jour. Et cette anecdote ne peut que susciter l'admiration pour le Miz d'avoir réussi dans la fédération de Stamford. Déjà, le fait qu'il vienne de l'univers de la télé-réalité à la base ne plaisait pas aux vétérans du vestiaire. Mais le jour où en coulisses, Miz a été surpris en train de manger du poulet frit au-dessus des affaires de Chris Benoit, en y laissant tomber quelques miettes en plus par accident, c'était trop. Cette infraction a été jugée suffisamment forte pour expulser le Miz du vestiaire pendant 6 mois, ce qui le forçait à mettre sa tenue dans les toilettes de l'arène. Ce n'est qu'au moment où l'Undertaker lui a donné son autorisation que The Miz a enfin pu revenir dans le vestiaire. Quelque chose de similaire est arrivé à Daivari, celui qui avait été le manager du Great Khali, mais aussi de Mohamed Hassan justement. Au début de sa carrière, Chris Benoit lui a reproché de manquer de respect envers Shawn Michaels, ce qui a envoyé Daivari tout droit au tribunal des catcheurs. L'Undertaker y a condamné Daivari à faire 1000 squats devant tout le roster. Le lendemain, en voyant qu'il ne pouvait pas plier les genoux, Chris Benoit l'a même condamné à faire 500 squats supplémentaires. Une autre fois, le catcheur Simon Dean devait avoir un segment du Piper's Pit avec la légende Roddy Piper, un homme qui avait quasiment une vingtaine d'années de plus que lui. Sauf que Dean a eu la mauvaise idée de dire à Piper comment leur segment pouvait être amélioré selon lui. En faisant cela, il brisait une règle d'or que l'Undertaker et ses camarades veillaient à faire respecter scrupuleusement. Ne jamais prendre un ancien de haut, ni le traiter comme si c'était n'importe quel autre catcheur. Même si Roddy Piper ne l'avait pas mal pris, le tribunal a infligé une punition radicale à Simon Dean. Plutôt que de lui faire payer une amende, ils auraient simplement détruit certains de ses effets personnels sous la douche. On dirait que Dean n'était pas vraiment populaire dans les coulisses, ce qui peut expliquer pourquoi il n'est finalement pas resté longtemps dans le roster principal. C'est clair que la pire chose qui puisse arriver à un jeune catcheur qui essaye de se faire un nom, c'est d'être convoqué au tribunal de l'Undertaker dès le début de sa carrière. Et vous allez voir que c'est ce que Johnny de l'équipe du Spirit Squad a découvert à ses dépens. Apparemment, Johnny n'était pas content d'être mis dans une équipe pour commencer sa carrière, ce que JBL n'a pas apprécié. Pour le punir de ne pas montrer de gratitude pour cette opportunité de catcher dans le roster principal dans une équipe, il a été condamné à payer des bières à JBL et à regarder des vieilles cassettes de catch par équipe pour apprendre à apprécier l'art des matchs tag team. C'est sûr que certaines punitions du tribunal de l'Undertaker n'étaient pas toujours de très bon goût, et on remarque quand même qu'en fin de compte, cela permettait à chaque fois aux mêmes personnes de pouvoir boire de l'alcool et manger gratuitement. Mais par contre, on peut être certain que les accusés apprenaient à respecter les anciens après coup, ce qui est quand même une très bonne chose en soi, et fondamental dans ce business où l'idée de transmission d'une génération à une autre est charnière. Mais attendez de voir les prochaines histoires, vous n'avez encore rien vu. Certains mecs avaient des pistolets, des couteaux. Une phrase marquante que l'Undertaker a prononcée en interview au moment où il comparait la génération de catcheurs qu'il a connue à l'actuelle. Et je tiens à vous proposer des extraits de plusieurs interviews que le Deadman a faites qui sont vraiment passionnants et qui font beaucoup réfléchir. Vous allez l'entendre donner son avis sur le produit actuel de la WWE, sur l'énorme impact des réseaux sociaux sur le business et même sa vision du catch dans les années 2020. L'Undertaker en interview, c'est parti. Je regarde toujours le produit actuel de la WWE. J'essaye de l'apprécier, mais c'est compliqué pour moi en 2021. Le produit a tellement changé. Pour moi, c'est devenu soft. Ça va probablement énerver un tas de personnes, mais elles ont besoin de l'entendre. C'est comme ça. Les jeunes vont dire que je suis un vieux type amer. J'ai eu mon temps, je suis bien. Je suis parti quand je voulais partir. Je pense juste que le produit est un peu soft. Évidemment, il y a des gars par-ci par-là qui ont ce côté tranchant. Mais il y a trop de surface et pas assez de substance, je trouve, en ce moment. Ça a toujours été comme ça. Ils essayent de mettre des éléments pour tout le monde. Il y a des mecs qui font du comique, d'autres qui font plus du catch hardcore.
Je pense qu'une des grandes choses qui est arrivée, c'est que ma génération, on est tous devenus vieux en même temps. Il n'y avait pas assez de mecs pour travailler avec les jeunes. Je peux m'asseoir avec quelqu'un et lui expliquer mes théories sur ce qu'il devrait faire ou essayer, mais sans pouvoir le faire directement dans le ring avec la personne. Ça ne résonne pas toujours. Il y a aussi trop de personnes qui disent « Ouais, les fans sur Internet disent que je suis vraiment bon ». Tu peux écouter les fans d'Internet, ou tu peux plutôt écouter un gars qui a vraiment catché. Il n'y a pas eu assez de mélange entre les anciens et les nouveaux talents. Quand on avait Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, tous ces mecs, on travaillait tous ensemble, on rapportait de l'argent, et après, on est parti. Moi, j'y suis resté longtemps, mais on est tous plus ou moins partis. Et ça a laissé tous ces mecs jeunes apprendre avec d'autres mecs jeunes. Et le produit a changé. On a le Performance Center qui aide, on a Triple H qui essaye de remettre un peu le dentifrice dans le tube, de donner au produit un côté plus tranchant. Et je pense que c'est ça qui manque. Et à l'époque, c'était des hommes. Aujourd'hui, on entre dans un vestiaire, c'est très différent. Je me souviens d'être entré dans mon premier vrai vestiaire, et tout ce que j'ai vu, c'était des vrais hommes, des durs à cuire. La moitié d'entre eux avaient des pistolets et des couteaux dans leur sac. Les affaires étaient réglées à l'époque, quoi. Maintenant, vous entrez, il y a des gars qui jouent à des jeux vidéo et qui s'assurent qu'ils sont beaux gosses. C'est l'évolution, je suppose. Je ne sais pas ce que c'est, mais je préfère juste quand les hommes étaient des hommes. En ce moment, il y a un tel afflux de nouveaux talents. Quand moi je démarrais avec Triple H, Shawn Michaels, il y avait des catcheurs déjà bien établis qui étaient déjà là, contre qui on pouvait travailler, et des gars qu'on essayait de pousser dehors, d'une manière compétitive bien sûr. On avait les crocs, on essayait tous d'être le meilleur possible. On était compétitifs entre nous. Même si Stone Cold était au sommet, il y avait The Rock juste derrière, et Triple H, et Shawn Michaels, et Kurt Angle. Tout le monde essayait de se dépasser. C'était une compétition saine. En ce moment, il y a une gentillesse globale. Les catcheurs actuels sont trop gentils entre eux. Personne ne veut vraiment être le meilleur. C'est difficile aujourd'hui de trouver comment créer une connexion avec nos publics. Moi, j'ai protégé mon personnage pendant si longtemps et fait tout ce que j'ai fait parce que selon moi, c'est ce qui éviterait de créer un décalage. Quand on me voyait en public et quand on me voyait à la télévision, je voulais qu'on voie la même chose. Dans l'époque actuelle, tu vois des personnes tenter de faire quelque chose à la télévision et après, elles sont sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux et elles sont complètement différentes. Il y a un gros décalage et toute la mystique que tu peux avoir est perdue. Et après, on se dit « Ah, ok, il joue la comédie. » Je dis pas que ce que je faisais moi, c'est la meilleure chose à faire. C'était juste le mieux pour moi. Ça a marché pour moi, je l'ai vécu et je n'ai pas de regrets parce que me voici 30 ans plus tard et on a cette conversation. Je sais pas si tu peux remettre le dentifrice dans le tube, mais je pense qu'il faut un petit peu revenir en arrière et ne pas donner autant d'exposition aux catcheurs. Il faut les laisser trouver ce qu'ils ont envie de présenter à la télévision. Et là, au moins le vivre un peu pour qu'il y ait de l'authenticité. Tout est donné trop facilement aujourd'hui. De nos jours, tout le monde comprend ce que c'est le divertissement sportif. Mais les magiciens ne dévoilent pas leurs secrets. Ils ne te montrent pas comment faire leur tour de magie. Si tu fais ça, alors après on se dit « Ok, maintenant je comprends, je suis plus intéressé. » C'est ce qu'on a fait à notre business du catch d'une certaine manière. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de mystique. Et je pense que c'est un problème. Tout évolue et tout progresse, mais il y a des choses old school qui se sont perdues et qui doivent revenir. Dans l'époque actuelle, c'est plus compliqué de garder cette mystique comme moi je l'ai fait parce qu'il y a les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas eu à combattre les réseaux sociaux pendant les 10-15 premières années de ma carrière. Je n'avais pas à m'inquiéter des téléphones portables, des caméras, comme les gars d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux plus être nulle part sans que quelqu'un prenne une photo ou une vidéo et les publie. J'espère que certains seront suffisamment motivés pour faire ces gros efforts, ou au moins essayer. Mais je vois pas comment ça pourrait arriver dans cette époque actuelle. Tout le monde est si surexposé. Je pense que les choses ont changé. Et ce n'est pas uniquement dans le catch, mais dans le sport tout entier. Appelez ça l'évolution si vous voulez. Déjà, je pense que les catcheurs n'ont pas le même style de vie que celui que les catcheurs avaient à l'époque. Tout d'abord, parce qu'ils ne peuvent pas, étant donné qu'il y a toujours quelqu'un quelque part avec un téléphone portable. J'ai de la peine pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas se lâcher et se détendre après le travail, vu qu'ils sont toujours surveillés d'une manière ou d'une autre par des fans. Moi, je n'avais pas à m'inquiéter de ça, vu qu'il n'y avait pas de téléphone.
Quand je suis arrivé dans le business, le vestiaire était très différent. C'était viril. Tu roulais de ville en voiture. Tu ne prenais pas l'avion souvent. Certains mecs avaient des pistolets, des couteaux. C'était un groupe d'hommes différents par rapport à maintenant. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais ils avaient une manière différente de régler les problèmes. Si deux mecs avaient un désaccord, ils allaient dans la douche et tout se réglait là-bas. Soit tu parvenais à un accord, soit il se passe ce qui est arrivé à Bruiser Brody à Porto Rico. Tu te fais poignarder. Il est mort à cause d'un désaccord. C'était régulier à l'époque, ces désaccords, mais pas à ce degré-là. Je parle de la fin des années 80 et encore avant. Ces mecs-là avaient pas peur de confronter quelqu'un. Je pense que les athlètes d'aujourd'hui, c'est des athlètes. Ils ont été entraînés pour faire ce métier. Je pense pas qu'ils aient les mêmes mauvaises habitudes que beaucoup d'entre nous avaient. Je pense qu'il manque un niveau de cran, de caractère dans le produit actuel de la WWE. Je sais pas si c'est la faute de qui que ce soit. Quand tu regardes Brock Lesnar catcher, tu es captivé parce que tu connais son background, que ce soit de lutte amateur, de catch ou de combattant en MMA. Brock ne fait pas de move exceptionnel, mais Brock te botte les fesses. Tu vas sur le ring et tu te fais balancer partout et éclater. Roman Reigns a un peu de ça quand il veut, Randy Orton là aussi. Beaucoup de ces jeunes talents sont inspirés par l'ère des comics, des super-héros. Je pense que ce sont leurs motivations, c'est là où est leur inspiration. Ils n'ont pas eu besoin d'écumer les bars à se demander comment ils allaient manger ou plein de trucs comme ça. Bien ou pas, c'est comme ça. Et voilà pour ces extraits d'interview de l'Undertaker. Comme on l'a vu, il a un avis assez tranché sur le produit moderne de la WWE et ses catcheurs, même s'il comprend les raisons de ce changement. En tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever au Deadman. Que cela mette en avant la fédération de Stamford ou pas, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Dans le prochain épisode, vous apprendrez entre autres comment Chris Jericho a réussi à maîtriser Goldberg dans une bagarre. Comment le jeune Palmer Cannon a tellement été traumatisé par une expérience qu'il a quitté la WWE. Et comment l'ancienne diva Sunny a été sanctionnée pour son infidélité envers Chris Candido. Mais aussi la boulette que Mick Foley et Al Snow ont faite avec Hardcore Holly. Le bizutage très sulfureux que l'équipe des Dicks a dû vivre. Et même la punition hilarante que la légende de l'ECW Raven a subie. Et vous ne devinerez jamais comment Edge et Christian se sont défendus le jour où ils ont été convoqués. En tout cas, on a pu voir comment ce tribunal des catcheurs a été créé à l'origine. Découvrir toutes les coulisses autour de son fonctionnement et à quel point c'était finalement un élément essentiel du leadership de l'Undertaker dans les vestiaires de la WWE pendant toutes ces années. C'est sûr que certaines histoires qu'on peut connecter à du bizutage, de l'harcèlement ou de l'abus de pouvoir ne renvoient pas une très bonne image de ce lieu mythique, même si c'est également important d'avoir à l'esprit que toutes ces histoires avaient lieu avec d'autres générations de catcheurs qui étaient différentes sur de nombreux aspects, comme on a pu s'en apercevoir. Néanmoins, elles étaient souvent porteuses de leçons de vie importantes qu'il était nécessaire que certains apprennent pour être à la hauteur de l'héritage très riche de ce business, où certaines valeurs ont été transmises de génération en génération. Et on peut malgré tout se demander si certains aspects de cette institution, ce leadership, ce fonctionnement old school, ne manquent pas dans l'ère moderne du catch. C'est mon débat pour vous. À vos yeux, est-ce que la génération actuelle de catcheurs à la WWE manque de leaders et de figures fortes pour veiller à la cohésion globale du vestiaire ? Venez donner votre ressenti dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis, et ce sera enrichissant de partager nos points de vue, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez passé un bon moment, merci de mettre un bon gros pouce bleu à cet épisode, et on se dit à très bientôt pour le prochain, et n'oubliez jamais qu'on est ensemble. Prenez soin des vôtres, et à bientôt sur Johnny Catch.